Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette matinale. Je vous emmène aux États-Unis ce matin où le New York Times, journal iconique, vient d'annoncer la suppression de 68 emplois. La nouvelle mérite que l'on prenne le temps de l'analyser car cette fois, ce ne sont pas les journalistes qui sont touchés mais le service marketing et commercial. Alors, que s'est-il passé? Le coronavirus a tout simplement eu deux grosses conséquences. D'abord, une hausse du nombre des abonnements, ce qui est une excellente nouvelle. Écoutez ce chiffre. Au premier trimestre, le journal a tout simplement gagné presque 600 000 abonnés, du jamais vu. Mais parallèlement, rien n'a pu arrêter l'inquiétude et par ricochet la chute des revenus publicitaires en raison de l'épidémie. Cette situation n'est pas du tout propre au seul New York Times. La plupart des médias, notamment en France, ont strictement vécu la même séquence. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce coronavirus, c'est un changement de modèle et donc une nouvelle ère qui s'ouvre pour l'emblématique New York Times, capitaliser d'abord sur les abonnements digitaux, en faire le moteur de croissance du groupe et au passage augmenter le tarif en ligne. Finalement, la publicité ne va devenir qu'un complément. Merci beaucoup à Victoria Grenier qui a réalisé et illustré ma chronique ce matin pour Smart Up. C'est la matinale des entrepreneurs, 6 fondateurs d'entreprises ce matin en plateau pour faire le plein d'audace et d'énergie. L'appli de rencontre Happen et son patron qui va nous raconter comment le confinement a modifié sa stratégie. Avec le fondateur de Biovive et Justine Hutto qui a créé la marque Respire, on parlera du boom des marchés des cosmétiques naturels. Et puis Antoine Sarfati, fondateur de Skit, viendra nous expliquer comment l'expérience client peut être modifiée au sein des bars et des restaurants en un coup de smartphone. Mais tout de suite, les 4 chiffres du jour, c'est avec vous. Olivia, bonjour. Bonjour Capucine, bonjour à tous. Combien cela vous coûterait de réserver, rien que pour vous, tout un hôtel de luxe? Pandémie oblige, les hôtels mettent tout en œuvre pour assurer un environnement sûr à leurs clients, mais le risque est toujours présent. Alors pour ceux qui ne veulent pas s'inquiéter d'être contaminés et qui peuvent se le permettre, une nouvelle tendance émerge, la privatisation. Et ça sera le premier chiffre du jour. Réserver l'ensemble des locaux, chambres, restaurants, piscines, spas et plus d'un hôtel de luxe vous coûtera entre 7 000 et 30 000 euros la nuit. De plus en plus d'hôtels font la promotion de cette option, une manière d'inciter la clientèle aisée à voyager cette année. Alors si c'est dans votre budget, je vous conseillerais le Château Kilkee en Irlande, le Cayo Espanto à Belize ou bien les îles privées de Nalado aux Maldives. Et on passe au deuxième chiffre. Tout à fait Capucine, qui nous emmène à Rome. L'Italie valide un prêt garanti par l'État de 6,3 milliards d'euros à Fiat Chrysler. C'est l'aide publique la plus importante à ce jour pour ce constructeur automobile frappé de plein fouet par la crise liée au Covid-19. Une aide controversée en Italie alors que Fiat Chrysler doit fusionner avec PSA. Et un mot du Japon, Olivia? En effet, puisque la Banque du Japon injecte 78 milliards de dollars dans les entreprises touchées par la pandémie. Il s'agit de la première phase d'un programme de prêt unique visant à acheminer des fonds vers des entreprises en difficulté. Et enfin, le dernier chiffre avec Google. Google investira 2 milliards de dollars dans un data center en Pologne pour gérer les services cloud. Il s'agit du plus gros investissement dans une infrastructure de ce type en Pologne. Merci Olivia. Tout de suite, Smart Leader. Didier Rapaport, bonjour, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre interview. Happen est aujourd'hui un des leaders mondiaux du marché des applications de rencontres. Avec ce concept spécifique, vous allez nous le réexpliquer, mais de géolocalisation en temps réel. L'application permet donc à des utilisateurs de retrouver des personnes qu'ils ont réellement rencontrés à un moment donné. Vous avez 6 ans d'existence, 90 millions d'utilisateurs aux 4 coins du monde, 6 millions sur le seul marché français. Et en 2019, le marché des applications mobiles a généré 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est un chiffre qui a été multiplié par 2 en 2 ans. Alors, je voudrais qu'on s'intéresse d'abord, en premier lieu, à la période du confinement. Comment est-ce que ça s'est passé pour Happen? Est-ce que vous avez explosé? Non, pas du tout, parce que Happen, la promesse d'Happen, c'est retrouver qui vous croisez. Donc, parce que la plupart des applis de rencontre ont plutôt boosté pendant le confinement, mais ce qui n'a pas été votre cas. Alors, vous savez, il y a ce que l'on communique
et il y a la réalité. Et en fait, dans la réalité, je pense que la plupart, en tout cas les plus gros, puisque là on a eu les chiffres, puisqu'il y en a certaines qui sont cotées en bourse, et donc on a eu les chiffres en termes de revenus ont légèrement baissé. Il y a eu un moment, en fait, pour nous, et j'imagine que ça a été assez partagé, il y a eu un moment où les audiences ont un peu baissé, parce que quand vous informez les gens que tout d'un coup c'est le confinement, ils ont d'autres soucis que la rencontre. Et ensuite, c'est vrai que enfermé, on a besoin de lien social. Et là, tous les réseaux sociaux, que ce soit des Facebook ou autres, ou des one-to-one, comme les applications de rencontre, ont retrouvé un regain. Voilà, donc il y a eu un petit creux en audience et puis une remontée assez rapide. Alors vous avez étendu votre rayon, qui est initialement de 250 mètres, ce qui est assez peu, à 90 km. Avec cette augmentation de rayon, comment est-ce que vous l'avez vécu, la crise? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en fait, nous, déjà, notre promesse tombait un peu à l'eau, parce que raconter à des gens qui ne peuvent pas croiser d'autres personnes, retrouver qui vous croisez, c'est un peu problématique. Et donc, on avait le risque d'avoir une application qui se vidait d'utilisateurs, puisqu'on ne croise plus personne. Donc, il a fallu qu'on change le concept à la vitesse de l'éclair. On l'a fait, nos équipes techniques ont été extraordinaires, on l'a fait en 15 jours. Donc, qu'est-ce que vous avez fait alors? Alors, on a agrandi le rayon de croisement, ce qui fait qu'on avait accès à des profils qui étaient dans un rayon de 90 km. Autrement dit, en même temps, si je suis confiné, si je ne peux pas rencontrer quelqu'un en bas de chez moi, je ne peux pas aller le rencontrer à 90 km. Oui, et puis, vous savez, la rencontre, c'est pas forcément tout de suite la rencontre. C'est d'abord faire connaissance de l'autre, c'est d'abord s'ouvrir aux autres, commencer à discuter. On a vu d'ailleurs une augmentation du nombre de messages échangés et de longueur de messages, d'échanges entre les gens. Voilà. Et les gens se sont adaptés. Un truc qui a été marrant... avant le confinement, 3% des utilisateurs étaient prêts à utiliser la vidéo comme premier contact. Après le confinement, on est passé de 3 à 60%. Alors justement, est-ce que vous avez ajouté des fonctionnalités? Est-ce que vous avez fait pivoter un petit peu votre modèle? Mais complètement. C'était pas une histoire de survie, parce que cette crise ne nous a pas trop impacté, mais on a donc changé le modèle du rayon, et c'est pas simple. Et donc vous conservez ce modèle du rayon à 90 km maintenant? Oui et non, entre les deux. Et on a ajouté aussi la fonctionnalité vidéo, c'est-à-dire la capacité, à partir du moment où les deux sont d'accord, à avoir un premier échange via vidéo. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de communiquer à l'autre ses coordonnées, ça se fait dans l'app, et donc c'est une protection, parce que c'est facile aujourd'hui de faire un WhatsApp ou de faire une communication, mais il faut communiquer son numéro de téléphone à l'autre. Là, c'est anonyme. Est-ce que du coup, cette crise, elle a eu un impact sur votre business model et par ricochet sur votre chiffre d'affaires? On a vu une légère baisse de notre chiffre d'affaires au mois d'avril et début mai, mais entre le 11 mai, début des déconfinements, et fin mai, on a retrouvé notre niveau de chiffre d'affaires en 3 semaines du pré-Covid. Alors, vous évoluez avec Appen sur un marché qui est extrêmement concurrentiel et innovant. Il y a à peu près 2000 applications de rencontres rien qu'en France. Même Facebook s'est aventuré sur le marché. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que vous arrivez à être agile sur ce marché qui est ultra concurrentiel? Et comment être davantage mieux qu'un effet de mode? Ok, alors, bon, d'abord, on a certainement dépassé l'effet de mode, et puis ensuite, on a réussi en quelques années... Mais il y a des applications qui étaient à la mode et qui ne le sont plus. Oui, ce phénomène existe. En fait, quand on dirige une entreprise, quelle qu'elle soit, il faut être très agile. Il faut être toujours à l'affût des nouvelles technologies qui peuvent déclencher des nouveaux usages. On a mis la vidéo en l'espace de quelques semaines, et on est très... Aujourd'hui, le moyen d'exister, c'est de renforcer son identité, parce que les gens vous connaissent pour une identité. Appen, c'est vraiment le retrouver qui vous croisez. Et le retrouver qui vous croisez n'est pas anodin. C'était remettre de la vraie vie et de la magie dans le monde de la rencontre. La magie, c'est quoi? C'est vous sortez de ce studio tout à l'heure, et puis vous croisez quelqu'un avec qui il se passe quelque chose, et vous commencez à discuter. Ça, c'est la magie de la rencontre. Sur Appen, c'est un peu pareil, puisque c'est les gens qui sont maintenant autour de vous. Alors, je reviens juste sur les rendez-vous vidéo, puisque c'est vraiment très nouveau pour vous. Est-ce que vous regrettez de ne pas l'avoir lancé avant, finalement, si ça marche si bien? Non, je ne le regrette pas, parce que j'avais l'opportunité de mettre la fonctionnalité vidéo dans ce qu'on appelle la roadmap produit. Je ne l'ai pas fait parce que notre crainte à nous, c'était que cette fonctionnalité soit utilisée comme du chat roulette, c'est-à-dire des vidéos plus, on va dire, orientées sexe. Et ça, on n'en voulait pas dans notre app. Donc, mais l'histoire fait que les gens ont besoin
de se rencontrer malgré le confinement. Et donc, ce premier contact... Bien sûr. Voilà. Et il y a de l'émotion à ce premier contact aussi. Les utilisateurs nous ont dit que... Enfin, il y a des filles qui nous ont dit mais c'est compliqué, comment je vais me maquiller, comment je vais être, est-ce que je vais rester naturel, est-ce que je vais me maquiller comme quand je sors pour faire un premier contact vidéo. Alors, vous parlez des rencontres dans la vraie vie, mais quid de ces rencontres que certains de vos concurrents organisent et qui sont un vrai relais de croissance? Alors, moi, je ne crois pas que ce soit un relais de croissance. Je ne crois pas que ça l'a été ce soit... politique, par exemple. Où ils ont utilisé, en effet, la vraie vie pour... Moi, en fait, la rencontre, c'est difficile. Quand vous parlez à un célibataire et que vous demandez « mais pourquoi tu es célibataire ?», ils vous répondent tous la même chose. C'est difficile. C'est difficile parce qu'on veut rencontrer quelqu'un que, par définition, on ne connaît pas. Donc, la technologie, elle est là pour nous aider à ouvrir le champ des possibles. Après, c'est comme dans la vraie vie. Il faut se rencontrer, il faut se parler, il faut s'apprécier ou pas. La technologie, moi, je crois au tech for good, quand c'est bien pensé, quand c'est bien maîtrisé. Et en fait, grâce à la technologie, eh bien, on permet à des gens qui sont timides, à des gens qui sont très occupés, d'avoir un univers du possible qui s'ouvre. Je reviens sur les nouvelles fonctionnalités dont vous parliez tout à l'heure et l'énergie que vous déployez pour coller un peu aux attentes et aux phénomènes de mode. Finalement, votre business model, il est calqué sur l'évolution de la conception des relations amoureuses, qui est très mouvant selon les époques, selon les crises. Comment est-ce que vous faites pour coller justement tout le temps aux attentes du marché ? En fait, on a des équipes qui travaillent beaucoup sur comprendre comment le monde fonctionne. Comment ils font pour comprendre le monde ? Ils sont en contact avec les utilisateurs. On fait énormément. On a des sociologues. On fait des études énormément. On lance un nombre d'études incroyables en permanence sur tous nos marchés. On intervient nous-mêmes dans des conférences. On essaye de comprendre. Vous savez, moi, je suis plus tout jeune et pourtant, je m'adresse à des gens très jeunes. Et il a fallu que je comprenne un certain nombre de nouvelles manières. On parle de polyamour, on parle de même les genres. Autrefois, c'était simple, c'était les hommes, les femmes. Aujourd'hui, c'est plus les hommes, les femmes. C'est les LBGT, enfin la communauté lesbienne ou gay. C'est les transgenres, c'est les non-genres. En fait, aujourd'hui, on est dans un monde extrêmement ouvert. Et c'est finalement chacun qui se fabrique sa manière dont il veut vivre. C'est un monde d'ouverture. Et bien, nous, on essaye d'être pareil. On essaye de donner aux gens ce qu'ils veulent. Est-ce que vous avez constaté qu'avec cette crise, les applications de rencontres venaient désormais combler un problème un peu plus global, un peu plus sociétal, et aider certaines personnes, non pas à trouver l'âme sœur, mais à ne pas rester isolées, à combattre l'isolement? Est-ce que ça veut dire que, si c'est le cas, ça vous ouvre un marché qui est beaucoup plus large? C'est un marché qui est en forte croissance. C'est un marché sur lequel on peut imaginer que la proportion de gens qui se rencontrent en ligne n'arrête pas d'augmenter. Donc, et vous savez, ça répond à un besoin. Parce que quand vous ne répondez pas à un besoin de marché, mais est-ce que vous allez plus loin que juste rencontrer l'âme sœur? Est-ce que le problème de l'isolement, et on l'a bien vu, on l'a touché du doigt avec le confinement, est-ce qu'il commence à pointer le bout de son nez et à vous atteindre? Est-ce qu'il est latent chez vous? Non, je pense que quand vous dirigez une entreprise, il faut savoir quel est pourquoi vous êtes là. Nous, on est là pour la rencontre amoureuse. On n'est pas là pour être un social network. On n'est pas là pour créer du lien entre les gens. Il se trouve qu'on crée du lien entre les gens. Et on a vu que c'était encore plus nécessaire en confinement. Mais nous, notre raison d'être, c'est la rencontre amoureuse. Et on n'en bouge pas. Alors, je le disais au début de cette émission, 90 millions d'utilisateurs aux quatre coins du monde, 6 millions simplement en France. Ça veut dire qu'il en reste 84 millions dans le monde. Ils sont répartis où ? Alors, on est principalement, en tout cas les pays que nous marketons, les pays dans lesquels on a des actions marketing, on dépense des budgets marketing, c'est toute l'Europe, c'est l'Amérique du Sud, c'est la Turquie et c'est l'Inde. Et l'Inde, alors comment ça se passe en Inde ? En Inde, on est plutôt très bon. Alors moi, je connais l'Inde pour des raisons historiques. Je vais très souvent en Inde depuis 25 ans, entre 5 et 10 fois par an. J'ai eu l'occasion de développer une des startups que j'avais cofondée il y a 15 ans, qui était Dailymotion. Et fonder Dailymotion en Inde, c'est donc une plateforme de partage vidéo.
En Inde, vous faites du partage vidéo, vous n'avez pas Bollywood et vous n'avez pas le cricket, c'est même pas la peine d'essayer. Donc j'ai signé avec tout Bollywood des accords. Donc j'ai appris à connaître l'Inde. Et par exemple, ce qui nous a fait décoller en Inde, c'est le fait qu'une grande star bollywoodienne soit porte-parole d'Apple. Donc ça marche mieux en Inde qu'en Chine. Vous ne parlez pas du marché chinois? Non, parce que le marché chinois est un marché fermé dans lequel on a les entreprises extérieures à la Chine n'ont que peu d'accès, sauf à se marier ou avoir des accords avec un acteur local. Et si jamais ce que vous faites marche, au bout de 2 ans, ils vous bouffent et ils vous virent. Donc on n'a pas de temps à perdre. Dernière question, le Happen du futur, il ressemblera à quoi? Est-ce que vous le savez déjà? On commence à avoir des idées, oui. Je pense qu'il va y avoir de la réalité augmentée, il va y avoir de l'intelligence artificielle, mais dans le bon sens du terme. Pareil, on pourra en débattre pendant des heures probablement, mais oui, de la réalité augmentée. C'est par exemple, lorsque 2 personnes se rencontrent, leur donner un tas d'informations tout de suite pour qu'elles voient quels sont tous leurs points commun, qu'elle puisse commencer, ça peut être un icebreaker pour démarrer une conversation, mais on peut imaginer tellement de choses, on peut imaginer les odeurs, on peut imaginer plein de choses. Merci beaucoup d'être venu nous voir sur le plateau de Smart Up. Et on est en ligne tout de suite en visio avec Augustin, créateur du cabinet Circle. Gus, vous êtes avec nous? Bonjour. Oui. Bonjour. Tout à fait. Bonjour Capucine. Alors, je vois que tu es en voiture. Je crois que tu es en Hollande aujourd'hui. Et on va faire un petit point rapide ensemble. Merci d'être avec nous. On va parler du marché du textile ensemble, Gus, parce qu'une fois n'est pas coutume, c'est le fournisseur qui a racheté le distributeur d'une grande marque. C'est ça? Exactement. En fait, c'est amusant de voir que la crise, elle n'est pas là pour tout le monde. Et la crise, en fait, apporte des opportunités. Et c'est des choses qui se sont déjà vues. On a vu le groupe William Demand qui a racheté Audicat en 2015, qui était son fournisseur principal. Et donc, ce sont des choses qui se voient en général en temps de crise parce que les fournisseurs sont en général plus solides que les distributeurs. Et la crise, c'est là où c'est quand la marée s'en va, on voit qu'il n'y a pas de maillot. Et en général, les distributeurs sont beaucoup plus à risque. Et donc voilà, une fois, comme tu disais, une fois n'est pas coutume. Et cette fois-ci, c'est NAFNAF. NAFNAF qui se fait racheter maintenant par son distributeur, qui a promis de garder tous les magasins, tous les employés, etc. Mais donc c'est une boîte qui existe depuis 30 ans. On le connaît tous. Moi, je me suis fait habiller par NAFNAF. Et maintenant, voir que ça se fait racheter par le distributeur, c'est marrant de voir à quel point les mondes peuvent s'inverser. Et donc, c'est sans doute des choses qui vont encore voir le jour dans les mois qui vont venir, parce que, comme on le sait, en septembre, c'est là où ça va être le plus compliqué. C'est à ce moment-là où on paye toutes les charges sociales et tout se cumule en une fois en septembre. Et on risque de voir ce genre d'histoire se représenter d'ici à la fin de l'année. Des histoires comme ça, on va encore en voir quelques-unes arriver. Voilà, rien n'est jamais acquis. Merci beaucoup, Gus, d'avoir été en visio avec nous depuis la Hollande. On se retrouve évidemment demain matin. Merci à vous d'être venu nous voir. Et on se projette tout de suite dans le futur avec Smart Tomorrow. Et c'est parti pour Smart Tomorrow avec Justine Hutto. Bonjour Justine. Bonjour Capucine. Ravie que vous soyez avec nous. Vous viendrez nous voir tous les 15 jours pour nous raconter comment votre start-up respire, s'adapte, notamment en sortie de crise. Sur ce plateau également, Jean-Louis Poiroux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de 5 Mondes et le créateur d'une nouvelle marque dont on va parler aujourd'hui qui s'appelle BioVive. Et enfin, Élodie Carpentier, très jeune fondatrice de la maison Le Rouge Français, dont on va entendre parler prochainement et qui lance notamment un rouge à lèvres certifié vegan, 3 acteurs du monde de la cosmétique naturelle et on s'en réjouit parce qu'on va pouvoir explorer ce marché ensemble. On commence avec vous, Justine. Peut-être d'abord Respire. Justement, en quelques mots. En quelques mots. Alors, Respire, donc c'est une marque de soins d'hygiène naturelle que j'ai fondée il y a 1 an, que j'ai cofondée avec Thomas Méheux. Et c'est une marque de soins d'hygiène naturelle, efficace, made in France, uniquement à partir d'ingrédients qui sont bons, qui ne sont pas controversés. On l'a lancée il y a 1 an, alors majoritairement sur le digital, j'ai envie de dire, c'est vraiment la communauté qui nous a propulsés, qui nous a aidés à lancer Respire sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur LinkedIn, Facebook. Et on est en échange constant tous les jours avec notre communauté
communauté, on développe les produits que la communauté attend, on les redéveloppe, on les reformule avec les retours de la communauté. Et aujourd'hui, c'est des déodorants, shampoings, crème solaire naturelle et minérale, dentifrice, crème pour le visage. Voilà, on a élargi la gamme à 16 produits aujourd'hui et on est une vingtaine de personnes dans l'équipe. 16 produits. Alors aujourd'hui, on va faire un focus sur le télétravail que vous avez évidemment exploré pendant cette période de confinement et qui a certainement modifié le fonctionnement de vos salariés. Comment est-ce que vous l'avez vécu, ce télétravail ? En effet. Alors, le télétravail, clairement, je pense que toutes les entreprises ont dû se réimaginer, se réinventer en télétravail dès le début du confinement. Alors, pour nous, une jeune marque de 1 an, avec des employés qui étaient tout jeunes, qui arrivaient depuis quelques mois dans l'équipe, même une employée, Emeline, une collaboratrice, qui est arrivée 3 jours avant le confinement. Et on a dû se repenser donc, en télétravail. Parce qu'il faut les tenir, les salariés. C'est ça le problème. Mais en fait, ça s'est très, très bien passé, autant pour le moral des équipes, mais également dans tout ce qui est efficacité d'équipe. Alors, ça, franchement, je pense que ça se résume à une chose, c'est la communication interne. On a eu une excellente communication interne. On a mis en place énormément de choses pendant ce confinement pour que ce soit très clair pour toutes les équipes. Et donc, je dirais, les grands points, les grandes choses qu'on a mis en place, il y a déjà la communication, donc une communication fréquente avec des meetings qui sont mis en place chaque semaine. Alors, on a 4 grands meetings. On a le check-in meeting tous les matins avec notre équipe. Donc, le N+1 avec donc le N-1 et le N+1 font un check-in meeting ensemble. Donc pour vérifier que le salarié est bien au travail. Voilà, et puis pour vérifier que sa to-do est claire, que sa mission est bien claire pour la journée, et puis prioriser certaines choses, puisqu'après, ils ne vont pas spécialement se reparler dans la journée, bien sûr, ils peuvent échanger. Ensuite, on a le team meeting. Alors ça, c'est un meeting vraiment avec toute l'équipe, donc les 20 personnes de l'équipe, c'est tous les lundis matins. Et ce team meeting, c'est vraiment pour faire un peu une overview déjà de où on en est sur les objectifs de l'année, les chiffres de la semaine passée, et les grands thèmes et les grands sujets qu'explore chacun des pôles dans l'équipe. Donc il y a le pôle commercial, le pôle communication, le pôle produit et le pôle opération. Et chaque responsable de pôle expose en fait les grands sujets de la semaine passée, les points d'attention et risques potentiels, les frictions entre des sujets qui peuvent toucher plusieurs pôles, et ensuite les grandes actions pour la semaine à venir. Donc ça, c'est un meeting qui est très très important pour nous, puis aussi pour s'assurer du moral des troupes. Bien sûr, c'est très important, surtout en confinement. Alors, Justine, la grande question, si vous l'avez autant transformé en opportunité, c'est est-ce que vous allez continuer dans cette voie ? Est-ce que tout le monde va être en télétravail chez Respire ? Alors, vous avez quand même besoin de vous voir. Non, parce qu'on ne remplace pas le contact humain, clairement. Pour nous, c'est super important. Puis ça crée une dynamique vraiment dans les équipes. Ça crée aussi tout ce qui est l'ADN de l'équipe, vraiment la culture d'entreprise. Par contre, je pense qu'on pourra être un peu plus agile sur le télétravail et dire si vous avez besoin de travailler dans une ambiance plus calme, être plus concentré, puis pas avoir tous ces temps de transport pour venir au bureau, vous pourrez potentiellement travailler un peu plus en télétravail si ça vous permet de vous organiser un peu mieux et d'être plus efficace. Merci beaucoup, Justine. Vous restez avec nous. Juste une passerelle, Jean-Louis Poiroux, comment est-ce que vous l'avez vécu ce confinement ? Et ce télétravail, ça s'est aussi bien passé que chez Respire ? Ça s'est bien passé. Alors nous, nos spa thérapeutes n'étaient pas en télétravail. Évidemment. Voilà, c'est un peu difficile, mais on est une 50aine sinon, et on n'a jamais fait autant de Zoom, de Teams, de Skype, etc. Donc avec effectivement la fonction opération, marketing, chacun faisant des team meetings, des check meetings, etc. Donc ça ressemble beaucoup à ce qu'on vient de dire. Alors je le disais, vous venez de lancer il y a un peu moins d'1 an la marque BioVive, qui est une marque de cosmétiques naturels. Vous avez créé il y a 19 ans la marque 5 Mondes. Oui. Le challenge 5 Mondes, il s'était essoufflé ? Non. 5 Mondes, aujourd'hui, est dans une vingtaine de pays, avec 1000 spas, 500 en France. Dans les spas. Voilà, donc on était pionniers il y a 19 ans. On était les premiers à ouvrir un spa en France. Et on en a ouvert 500 depuis. Et puis ensuite, 500 autres dans à peu près une vingtaine de pays. Donc là, on ouvre un spa aux Seychelles avec le Club Med. On rénove le spa du Beau Rivage Palace en Suisse, on fait beaucoup de choses. Et en février prochain, on aura une deuxième adresse prestigieuse parisienne. D'accord. Alors venons-en à BioVive, donc sur ce marché de la cosmétique naturelle, qui est un marché finalement assez encombré. Il y a beaucoup de marques qui se sont implantées récemment. Respire évidemment, mais je cite Patika, Sanoflore, Melvita, Weleda, Nux Bio. Qu'est-ce qui vous laisse croire que vous allez réussir à pénétrer ce marché ? Alors l'optimisme déjà. Super important. Super important. Et puis également le fait qu'en fait on est la première marque bio inspirée par la gémothérapie. Alors la gémothérapie, c'est la science des bourgeons. C'est étudié depuis le Moyen-Âge à peu près.
Le bourgeon, c'est un concentré d'énergie vitale. Ça renferme tous les éléments flavonoïdes, peptides, acides aminés qui font la croissance de la tige, de la fleur, du fruit et de l'arbre tout entier. Donc il y a une force de régénération extraordinaire dans les bourgeons. Et j'ai déposé un brevet mondial qui associe 3 bourgeons d'arbres fruitiers, cerisier, pêcher, figuier, et qui régénère la peau dès 3 jours. Donc avec des effets extraordinaires. Mais c'est formidable, mais chaque marque a son propre bourgeon et sa propre arme marketing. Est-ce qu'il y a de la place? C'est la question. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de place pour la transparence. C'est-à-dire que là, on est avec des formulations, un petit peu comme Respire, avec 99 à 100% d'ingrédients d'origine naturelle. On sait exactement d'où viennent chaque ingrédient. On sait que l'huile de cameline, l'huile d'olive viennent de Provence. On sait qu'on a des œufs. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait également de l'ultra bio. C'est-à-dire que même l'eau est de l'eau de jeunes pousses d'onagre, d'orge, de citron bio, etc. Donc on est, si vous voulez, sur un taux de naturalité et de bio de plus de 99%. Justine Hutto, est-ce que cette sincérité dont parle Jean-Luc Poiroux, vous la ressentez chez vos clients? Bien sûr, la sincérité, en fait, c'est super important. Le client a besoin d'avoir plus de transparence, d'avoir plus accès aux formules, tous les ingrédients qui sont dedans. D'ailleurs, on le voit avec toutes les applications qui sont de plus en plus utilisées pour décrypter les formules cosmétiques. Et donc, je suis tout à fait d'accord sur le fait que les consommateurs ont besoin d'avoir plus accès à cette transparence. Et d'ailleurs, on parle aussi du côté local, du côté on sait la provenance des ingrédients. Voilà, et là, en l'occurrence, pour Biovivre, l'ancrage local, il est hyper important. Ah oui, on a de l'argile du Puy-en-Velay, on a des eaux de jeunes pousses d'onagre qui viennent du Languedoc-Roussillon. On sait exactement de chaque ville, chaque village, d'où d'ailleurs on soutient un prix qui s'appelle Agriculteurs d'avenir et qui promeut l'agroforesterie, c'est-à-dire exactement des arbres et justement des bourgeons, etc., et des cultures vivrières sur les mêmes parcelles. Et on fait cette bourse avec notamment le groupe Accor et on récompense 2 jeunes exploitants qui font de l'agroforesterie en France chaque année. Élodie Carpentier, je vous donne la parole à présent. Vous êtes la fondatrice de la Maison du Rouge français. On a envie dans Smart Up de donner la parole à de jeunes acteurs qui agitent le marché et aussi déploient une bonne énergie en termes d'innovation et aussi en termes d'image. Alors vous, Élodie, vous êtes ingénieure en biotechnologie. Vous avez lancé sur le marché plusieurs innovations disruptives dans le monde du maquillage. Donc le maquillage avec des pigments végétaux et le maquillage, un rouge à lèvres vegan. C'est ça. Exactement. Donc le rouge français, en fait, notre maison sublime les femmes, effectivement, avec des pigments végétaux, qui en plus de leur propriété, bien sûr, qui en plus de leurs propriétés colorielles, vont avoir des propriétés bénéfiques pour la santé. Donc on est sur une innovation disruptive, puisque dans le maquillage conventionnel, nous avons des pigments qui sont issus de la synthèse chimique, ou bien dans le naturel, donc certifiés bio et vegan, donc Cosmos Organique comme nous, et sans ingrédients issus des animaux. C'est en fait des micas ou des oxydes, donc qui sont des ressources qui ne sont pas durables. Donc le végétal, ici, on est sur une ressource durable et qui va clairement être assez disruptif, puisque même si c'est une innovation, on revient vers l'ancien temps, puisque la plus belle femme au monde, Cléopâtre, utilisait déjà la garance comme arme de séduction pour le rouge à lèvres. Et c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de faire sa place dans le monde du bio, du vegan, etc., de la naturalité. Aujourd'hui, avec la pandémie que l'on traverse, ce sont des réelles attentes, finalement, des consommateurs. Et on voit clairement que ça correspond à un marché qui est en pleine explosion et pleine croissance. La cosmétique vegan, Justine, ça vous parle? Alors, c'est super intéressant. Alors, nous, chez Respire, on est plutôt sur les soins d'hygiène et pas sur la cosmétique. Mais clairement, pour moi, la cosmétique, c'est un secteur où on n'a encore aucune connaissance sur ce qu'il y a en fait dans les maquillages qu'on utilise tous les jours sur notre visage. Et donc, je suis complètement bluffée et impressionnée par cette histoire de pouvoir aller utiliser des actifs naturels dans le maquillage. Et je trouve ça génial, justement, pour les clientes qui mettent du rouge à lèvres tous les jours sur leur bouche. C'est quand même un endroit de la peau où on va potentiellement ingérer. Exactement. Ouais. Exactement, on va ingérer finalement le produit qu'on se met sur les lèvres. On dit qu'on ingère plus de 4 kilos de rouge à lèvres dans la vie d'une femme.
Ah oui, c'est pas mal. 4 kilos. Alors, vous êtes en train de finaliser une levée de fonds d'1 million d'euros avec Femmes Business Angel, le réseau INSEAD et l'Occitane. Vous ouvrez un flagship en plein cœur de Paris. C'est quoi? C'est le potentiel de ce marché de la cosmétique végane qui les intéresse? Alors, c'est vrai qu'on pourrait trouver ça étonnant suite à la période de pandémie. Oui, parce que là, vous venez de le boucler, cette levée de Exactement. Donc là, on a une émission des bons de souscription, merci, qui se finalise fin juin, donc vraiment la semaine prochaine. Et aujourd'hui, on a eu aussi Chantal Baudron, donc, qui est la première femme business angel de France, qui a intégré notre capital. Donc c'est vrai que c'est vraiment, on va dire, les besoins, les attentes des consommatrices actuelles qui correspondent vraiment parfaitement à nos produits, qui attirent ces investisseurs. Mais c'est surtout l'innovation disruptive, puisque effectivement, on a déposé aussi un brevet sur cette innovation. Et après, c'est la passion d'entrepreneur. C'est vrai que j'ai cofondé aussi cette société avec mon mari, puisque en fait, j'ai créé la société lorsque j'étais enceinte de mon enfant, parce que je voulais aussi plus de transparence. Et mon mari m'a rejoint dans cette aventure pour créer la maison, le Rouge Français. Donc une aventure familiale. Alors, quid du circuit de distribution, qui est aussi une façon de se démarquer? Vous êtes pour l'instant vendu en spa et en pharmacie. Est-ce que le circuit de distribution, ça va être un axe majeur de votre développement? Alors, effectivement, il y a plusieurs circuits de distribution qui peuvent être le vecteur... Déterminant. Mais nous, on connaît par exemple très très bien le marché des spas et des instituts. Bien sûr. En effet. Donc, voilà, et pour cause. Très rapidement, en 6 mois, on s'est distribué dans à peu près 200 spas et instituts en France. Okay. Ensuite, on est allé dans les parfumeries avec des cabines de soins avec Beauty Success, 160 autres adresses. Puis le printemps, Monoprix Abbesse, Monoprix Saint-Cloud. Et là, on est en train, parce qu'en fait, pour tout vous dire, on a un nouveau partenaire stratégique financier qui est les Laboratoires Gilbert, qui est un des leaders de la distribution des produits pharmaceutiques et cosmétiques dans les pharmacies. Et donc, grâce à ce mariage, on va investir beaucoup le circuit de la pharmacie. La pharmacie, c'est essentiel, mais c'est la vraie bataille dans les pharmacies. Il y a tellement de marques. Alors nous, on a présenté à une centaine de pharmacies le projet, et il y en a 60 qui ont dit oui. Donc, quand vous avez un projet sur la gémothérapie, les pharmaciens, ils sont très au courant. Parce que déjà, ça que vous les séduisez. Voilà, exactement. Est-ce que vous voyez, avec cet après-Covid, vos ventes se dynamiser en raison de l'aspiration à un monde plus humain, plus durable? Alors, ce qui est sûr, c'est que les ventes en ligne ont doublé. Donc ça, c'est la première chose. Entre quand et quand? Entre le 15 mars et le 15 mai. Entre le 15 mars et le 15 mai, doublement de vos ventes en ligne, d'accord. Et ça, c'est clairement pour toutes les marques qui sont digitales. On s'en est rendu compte. Ça a été le cas pour vous? Tournant du confinement, complètement chez Respire. En fait, on a pris le tournant dès le début. Donc, il a fallu s'adapter à avoir une communication sur les réseaux sociaux qui soit très présente, une communication de proximité avec notre communauté. Et je pense que la plupart des marques qui ont pris ce revers du digital ont finalement gagné des places sur le digital au moment du confinement, puisque les consommateurs étaient beaucoup plus aptes à commander en ligne. Et même depuis le confinement, je trouve que ça continue. Oui, mais il y avait que cette possibilité. Ça continue, en fait. Les consommateurs continuent de commander en ligne. Ça s'est bien passé pendant le confinement. Pourquoi pas continuer, finalement? Alors, Respire a une communauté incroyable. Est-ce que c'est votre cas? Et comment est-ce que vous faites connaître? Comment est-ce qu'on lance au grand public une marque comme BioVive ou le Rouge Français? Par la presse, déjà, pour commencer. Donc, on a eu à peu près une centaine d'articles de presse depuis le lancement il y a 1 an. On fête nos 1 an, en fait, ce mois-ci. Et puis ensuite, l'acquisition sur Facebook, sur Instagram. Enfin, là, je pense que Respire... Oui, en effet. C'est vrai que les réseaux sociaux, c'est notre domaine. On aime bien les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook. Ça fonctionne plutôt bien, surtout pour parler de ces nouvelles marques, justement, où on parlait de plus de transparence bien sûr. Et d'aller ouvrir un peu l'esprit sur des nouveaux marchés. Donc, les réseaux sociaux, c'est... Dernier point. Oui, je vous en prie. C'est important d'être effectivement proche de sa communauté. Et le Rouge Français a été référencé comme DNVB du panel français, et notamment une des rares dans le monde du maquillage. Et c'est vrai que la partie pandémie a été un boost majeur et notamment a accéléré notre stratégie digitale. Donc c'est vrai qu'on en voit clairement les effets.
Dernière question, un mot de la politique durable, anti-gaspillage de la marque. Alors, c'est un levier très fort chez Respire, oui. Notamment avec les déos. En effet, dès le début, on a pris le tournant de l'éco-responsabilité. Toutes les marques aujourd'hui doivent prendre ce tournant, avoir un impact environnemental le plus neutre possible. Et donc, c'est une demande de la communauté. Sur les déodorants, on est arrivé très rapidement. Alors déjà, c'est des packagings recyclés, recyclables et rechargeables. Maintenant, on peut recharger nos déodorants et on est même allé sur... Ça, vous sentez que vraiment vos clients sont friands de ce genre d'innovation ? Les clients sont à la demande. Ils nous ont demandé la recharge, on l'a faite. Et après ça, on est allé sur la gamme solide avec le shampoing solide, le savon. Et aujourd'hui, on a lancé le dentifrice naturel qui est dans un packaging recyclé, recyclable. On nous demande le dentifrice solide. Donc, on travaille le dentifrice solide. En fait, il faut être capable de répondre à cette demande. C'est pas tout le monde, c'est pas tout le marché qui cherche à être de plus en plus éco-responsable dans ces petits gestes du quotidien. Mais il y a clairement une demande. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que ça évoque chez vous ? Absolument. Nous, on a des demandes au service client tous les jours. Est-ce que vos packagings sont vraiment... Le verre est-il recyclable ? Si oui, comment ? Et en fait, le verre est recyclable à l'infini. Donc nous, on a énormément privilégié le verre pour nos emballages. Ensuite, vos plastiques sont-ils recyclés ? Au-delà du recyclable, donc c'est ce que vous venez de dire en fait. En effet. Et puis ensuite les cartonnages en forêt renouvelable, l'absence de notice, enfin toutes ces choses-là sont regardées de très très près par les consommateurs BioVive et ils nous font des demandes tous les jours. Vous lancez une dizaine de produits par an ? Non. Non, alors un peu moins ? Environ 2. À 2, j'ai cru que c'était une dizaine. Alors, 2 produits par an. Est-ce que, à l'instar de Justine, vous écoutez vos clients et vous pouvez vous adapter vraiment à leurs demandes ? Est-ce que c'est ça l'avenir des cosmétiques naturels ? Alors nous, on a beaucoup appris avec 5 Mondes, parce que ça fait 19 ans qu'on existe. Et donc, on a des centaines et des centaines de personnes qui nous ont donné leur avis sur une texture lait qui se transformait en huile et ensuite qui se rinçait d'une telle façon, etc. Et donc, on a acquis énormément de connaissances qui font qu'aujourd'hui, alors, on fait peu de produits. BioVive a 10 produits. On en lance 2 par an. Mais il y a 3 ans de recherche et développement, parce que dans la cosmétique, la bioaffinité avec la peau, c'est quelque chose qui se travaille dans la durée. Bien sûr. Et voilà. Merci beaucoup Justine Hutto d'être venue nous voir. On se retrouve dans 15 jours. Exactement. Jean-Louis Poiroux, fondateur de la marque 5 Mondes et BioVive, et Élodie Carpentier, fondatrice du Rouge Français. Merci à tous les 3. Merci beaucoup. On marque une petite pause, on se retrouve juste après. Et c'est parti pour les 2 dernières séquences de Smart Up avec Smart Fresh, avec vous Thomas Bensasson, et puis on enchaînera avec Maurice Smart, avec vous Marc Sarfati, fondateur de Skit. Merci et bienvenue. Thomas, vous êtes donc le fondateur du brand studio Feuille Blanche, vous étiez déjà avec nous la semaine dernière, vous serez là la semaine prochaine, et vous animez, je le rappelle, le podcast 40 nuances de Next. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'une interview que vous avez menée, celle d'Alexandre Pachulski, qui est le fondateur de Talentsoft, qui appartient donc à ce Next 40. Rappelez-nous le Next 40. Le Next 40, c'est le palmarès de Bercy qui liste les 40 startups de la tech les plus prometteuses sur un critère objectif qui est celui des levées de fonds. Alors Talentsoft, en quelques chiffres, en quelques mots. Alors Talentsoft, c'est le leader européen des solutions cloud pour les RH. L'histoire, elle démarre en 2007, un peu plus d'une décennie plus tard. Je suis sûr que ça va te faire rêver, Marc. Quelques chiffres, 85 millions de chiffre d'affaires, c'est 20% de croissance l'année dernière, c'est 15 pays dans le monde, c'est plus de 2200 clients et un chiffre important aussi pour faire tourner une boîte, c'est 700 collaborateurs. Alors, quelques mots de l'homme qui est à la tête de l'entreprise et donc que vous avez rencontré. Oui, alors c'est typiquement Alexandre Pachulski, quelqu'un, on passe 2 heures avec lui dans cette interview et à la fin on a envie juste d'une chose, c'est de faire une bouffe avec lui et de refaire le monde. Ah ouais, d'accord, donc ça donne un... C'est un homme curieux. C'est un homme curieux qui a un avis sur beaucoup de sujets qui sont très liés à son business, qui sont les RH et qui nous concernent tous, mais qui globalement réfléchit à la question de l'IA et je pense qu'on y reviendra. Intelligence artificielle. Exactement. Oui, c'est important de faire la traduction. Qu'est-ce que vous retirez de cette interview, Thomas ? Comment est-ce qu'on sort d'une interview comme celle-là, un peu chamboulée ? Complètement chamboulée, évidemment, Capucine. Non, je retire beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a... Parmi les sujets, on a une partie de la population qui se sent exclue de notre société pour la simple et bonne raison qu'elle se sent exclue de l'emploi. Nous, entrepreneurs, on a un rôle à jouer sur ce sujet-là. Et lui, son regard, au-delà de dire ça, et c'est déjà bien de le dire, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une approche des RH qui se fait de plus en plus par l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, elle est faite par qui ? Principalement par nous, des hommes blancs de 30 à 40 ans. Et donc, il met le doigt sur le fait qu'il faut faire attention à ces biais
biais de recrutement qu'on glisse petit à petit dans l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un premier sujet. Un autre sujet, ça s'intéressera peut-être aussi Marc, c'est aujourd'hui, je crois que tu as 15 personnes, lui, il en est à 150, et en fait, il explique que c'est un leurre de penser que parce que tu vas grandir, ce sera plus simple, plus souple. En fait, il y a un vrai sujet de garder en agilité et en qualité. Merci beaucoup Thomas. On passe à Marc, dont on a envie de connaître le fond. Alors Marc Sarfati, vous avez créé cette application qui s'appelle Skit il y a maintenant 2 ans. À l'époque, vous levez 500 000 € pour la développer. Application qui a réellement pris son essor à la sortie du confinement, parce que la magie de Skit, c'est justement de ne pas avoir à toucher un terminal de carte bleue ou un menu pour payer un dîner ou un verre. C'est bien ça? Alors, bonjour. Donc ça tombait à point nommé. C'est à peu près ça, merci beaucoup. Alors, Skit, c'est une solution qu'on a développée il y a 2 ans qui permet en effet de pouvoir passer commande et payer dans un hôtel, un bar, un restaurant, le tout depuis son téléphone et sans avoir à télécharger aucune application. Et en effet, on a eu un énorme coup de projecteur en fait suite à cette crise du Covid, puisque notre solution est entièrement sans contact. Elle élimine les contacts avec les menus papier, mais aussi avec les moyens de paiement qui sont dans la période actuelle source de transmission. Donc ça veut dire que concrètement, en sortie de confinement, vous avez été assailli de demandes de restaurants qui voulaient votre solution? Et ben même avant, en fait, dès le début du confinement, les hôteliers, les restaurateurs, les barman ont compris qu'à la sortie, il y allait avoir de nouveaux enjeux de manière encore plus démocratisée qu'avant cette crise. Et donc, on a vu un afflux de demandes qui a été, si vous voulez, un chiffre multiplié par près de 10 d'une semaine à l'autre. Alors aujourd'hui, vous avez 100 000 utilisateurs uniques, c'est-à-dire des clients qui ont déjà utilisé Skit, dont 40 000 dans les 5 dernières semaines. Ça fait 250 000 commandes passées. Quel est le business model, Marc Sarfati? Vous prenez une commission sur chaque verre? Alors, non. Et c'est dommage. Non, justement, notre but, c'est vraiment d'être aligné avec nos partenaires, les restaurateurs, les barman, les hôteliers, et pour maximiser leurs ventes. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on facture un abonnement avec un frais de mise en route et ensuite un abonnement mensuel sur une certaine durée. Et en fait, ça va permettre aux partenaires, le restaurateur, de pouvoir maximiser l'utilisation et pas de voir une partie de sa marge rognée dès qu'un client utilise la solution. Thomas. Marc, quand la fourchette a grandi jusqu'à être vendue à TripAdvisor, mais l'origine de la fourchette, c'était pour convaincre ces restaurateurs, ils sont rentrés par la caisse chez les restaurateurs, parce que typiquement, avoir une device en plus, c'était compliqué. Les fondateurs l'expliquent très bien. Toi, comment t'es rentré chez eux? Alors, nous, on a fait l'inverse. En fait, on est rentré tout d'abord par les clients. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'au début, forcément, il y a 2 ans, à nos débuts, on était obligé de faire nos preuves, de laisser tester pendant un certain moment à nos partenaires, restaurateurs, hôteliers, pour qu'ils constatent l'augmentation des ventes. Parce que c'est ça la grande question. C'est est-ce que les gens consomment plus grâce à l'application? Oui, ils consomment plus. Mais pourquoi? Et alors, la question, c'est pourquoi? Voilà. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que si vous vous mettez dans la situation, quand vous allez dans un restaurant, dans un bar, dans un hôtel, il y a tout un tas de moments qui sont en fait dans lesquels vous allez chercher un serveur pour venir prendre votre commande. Donc c'est trop long? Ça peut être trop long, parfois, mais c'est surtout l'encaissement, en fait. Ça, c'est une partie, mais c'est vrai que le plus gros, c'est l'encaissement. Ouais, donc il faut attendre qu'ils viennent vous prendre la commande, il faut attendre qu'ils reviennent pour vous faire payer. Ah, on l'a perdu. J'ai eu un petit problème de vous allez remonter. Mais alors, du coup, ça veut dire que cette technologie, elle va prendre la place d'employés, parce qu'on aura moins besoin de serveurs dans les bars. Donc ça va avoir une conséquence néfaste sur l'emploi. Et justement, c'est quelque chose qu'on entend depuis nos débuts, depuis nos tout débuts. Et nous, on l'a vu sur le terrain. En fait, c'est pas du tout ça qui se passe. Ce qui va se passer, c'est qu'on va justement pouvoir permettre de libérer du temps au serveur. Aujourd'hui, le serveur, il passe en moyenne 25% de son temps avec un terminal de carte bleue dans la main, avec un client qui a envie de partir de l'établissement. Donc, il n'est pas en train de créer du lien avec lui.
Là où il va créer du lien, le serveur, ça va être quand il va l'accueillir, qu'il va lui présenter les options sur lesquelles il peut boire, manger, mais ça ne va pas être dans l'encaissement. Et donc, généralement, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des serveurs qui vont avoir une dimension beaucoup plus de conseillers, en se délestant des tâches qui sont non créatrices de valeur, que sont l'encaissement. La nouveauté technologique, est-ce que c'est un plus pour les restaurateurs? Est-ce qu'ils constatent que c'est ce dont ont envie les clients aujourd'hui? Bien sûr, et ça vient. Alors au début, ça venait majoritairement des clients finaux, les utilisateurs, et maintenant il y a une espèce d'énorme prise de conscience. Et j'avoue que la crise du Covid a accéléré cette prise de conscience, et du coup, maintenant les partenaires, les restaurants, les hôtels savent qu'aujourd'hui il faut proposer une solution. Vous avez digitale. Combien de partenaires, restaurants, bar, hôtels aujourd'hui? Alors, c'est un chiffre sur lequel on ne souhaite pas communiquer, puisqu'on est dans une phase extrêmement importante en termes de croissance. Donnez-nous une fourchette. Mais on est sur plusieurs centaines d'établissements déjà. En France, pour l'instant, dans près de 70 villes en France. Et c'est ça aussi que le Covid a énormément accéléré. C'est la possibilité de vendre à distance. Alors, ces établissements, est-ce qu'ils ne trouvent pas votre service un peu excluant? Parce qu'il faut d'abord avoir un smartphone, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et savoir ce que c'est qu'un QR code pour pouvoir le flasher. Est-ce que du coup, un établissement au fin fond de la... C'est très urbain finalement comme service. Est-ce que vous n'allez pas buter sur cette technologie qui peut inquiéter? Je comprends aussi ce sentiment, Capucine, mais nous, c'est aussi le terrain qui nous l'a dit. On s'en est rendu compte. Oula, je ne sais pas ce qui se passe avec ce fauteuil. Ne touchez plus, touchez plus le fauteuil. On a des demandes qui viennent de absolument toute la France. Et la solution Skit, vous faites bien de me le faire remarquer, il faut que je le précise, n'est jamais obligée. Elle n'est jamais imposée au client. C'est-à-dire qu'on va avoir un client qui, la première fois, va même parfois passer sa première commande auprès du serveur et utiliser Skit pour sa deuxième bière, par exemple, ou pour sa deuxième consommation. Et ensuite, si jamais ça lui conviendra, il continuera à consommer comme ça, et sinon, il passera par la manière traditionnelle. Thomas. Juste sur le QR code, il y a encore 5 ans, quand tu lançais une boîte avec ça, il y avait peu de chances d'y arriver. Aujourd'hui, maintenant que c'est intégré dans les appareils photo, et puis tout le monde, même en campagne, a un smartphone, j'imagine que c'est plus simple aujourd'hui. Exactement. C'est le time to market. Donc Apple, Samsung et tous les grands constructeurs de smartphones ont intégré un lecteur de QR code à leurs appareils photo. Donc ça nous a énormément aidé. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui ont fait qu'on a lancé ce concept. Et maintenant, il est vrai que la crise du Covid a vraiment jeté un énorme coup de projecteur sur cette techno qui existe depuis de nombreuses années, mais qui est maintenant utilisée de manière vraiment démocratisée. Dernière question, vous prévoyez une nouvelle levée de fonds pour la fin de l'année. Est-ce qu'elle est en train de s'accélérer? Est-ce que vous sentez que les demandes augmentent? Et quels sont vos axes d'accélération en France et peut-être à l'international? Oui, on a signé nos premiers clients à l'international dans les dernières semaines, avec pour l'instant la Belgique et la Suisse. Donc on est très content parce qu'on voit que tout se passe hyper bien sans avoir d'équipe là-bas. Donc c'est quand même un sacré exploit, et d'ailleurs je félicite encore les équipes qui ont fait ça. Et donc on prévoit une levée de fonds pour la fin d'année avec comme principal axe de développement les partenariats stratégiques avec des acteurs du secteur qui vont nous permettre de passer à une échelle beaucoup plus industrielle en termes de développement. Un mot de la concurrence? Oui, la concurrence, alors elle existait peu ou très peu avant le Covid. Maintenant, elle est partout, mais elle est extrêmement saine, puisque justement, elle permet de mettre en lumière les avantages qu'on a développés depuis 2 ans sur le terrain avec nos clients. Merci beaucoup Marc Sarfati, Thomas Benzazon. On vous retrouve la semaine prochaine. On va retrouver Stéphane Soumier tout de suite, dont on a extrait le meilleur. Et nous, on se retrouve demain matin. Belle journée. Salut Capucine, dans Bismarck l'émission, il y a en fin d'émission ce que j'appelle maintenant le combat d'entrepreneurs. Et je veux que vous écoutiez celui de Bruno Maisonnier. Vous le connaissez, Bruno Maisonnier, fondateur d'Aldébaran Robotics. Maintenant, c'est Another Brain. Il est à fond sur l'intelligence artificielle. Et son combat d'entrepreneur, c'est un combat pour la France. Voilà, on écoute ça. Non mais franchement, Bruno, mais sérieux. Alors, mesdames, messieurs, derrière cette chevelure... Non, mais franchement, c'est quoi? C'est bleu pétrole, Bruno. Donc, il y a Bruno Maisonnier, un de nos meilleurs ingénieurs. Alors, franchement, quoi?
Le débarras robotique, c'est pas non plus. Oui, c'était bien. C'est pas un pet de lapin sur une toile cirée. Bon, c'était bien. C'était bien, mais il fallait le faire. Oui. Donc, voilà. Et maintenant, c'est donc Aldébaran Robotics, le robot Nao, on va pas le refaire, etc. Et tout. Je pense que si vous suivez l'actualité économique, l'actualité des entreprises, si vous aimez ce qu'il y a de meilleur dans les entreprises françaises, vous avez entendu parler de cette aventure. Et maintenant, l'autre aventure, c'est Another Brain. Et donc, c'est réflexion sur l'intelligence artificielle. Mais Bruno, je lui ai envoyé un petit SMS. Je lui ai dit, c'est quoi? Trouve-moi un combat d'entrepreneur. Et donc, il est avec des cheveux bleus et avec un masque. Non, le masque, c'était pour le total look. C'était pour le total look. Les cheveux bleus, ils sont liés au combat d'entrepreneur, Bruno? Non, ils se baladent avec des cheveux bleus maintenant. Oui et non. C'était pour mettre du fun pendant le confinement. On était tous à faire des calls en visio, loin, etc. Et oui, donc, mais c'est fini maintenant. Au début, j'ai fait un peu le con avec tous les jours. J'avais un truc, j'ai envoyé un petit mail. Non, mais en plus, elle est pas vieille cette teinture. Non, je l'ai refait hier. Ça. Je change régulièrement. C'est ça. On sait quoi. La base de ça, c'est. Je me souviens quand j'ai passé le bac dans les années 76, où pour tout le monde l'an 2000 c'était loin, et on s'attendait à ce que le monde change en profondeur, mais dans la vie de tous les jours. C'est vrai. Et il n'y a pas tant de choses que ça qui ont changé dans la vie. Il y a des tas de choses qui ont changé, mais grosso modo, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas changé. C'est une fameuse phrase. Donc pour moi, ça en faisait partie. Je ne sais plus qui l'a prononcé, mais c'était à l'époque où on jouait à ce jeu idiot, là, où on envoyait des cochons défoncer des maisons, là, je ne sais plus comment ça s'appelait, et on nous promettait des voitures volantes, disait-il, et on se retrouve sur des smartphones à envoyer des cochons dans l'espace. Voilà. Enfin, mais c'est quoi votre combat d'entrepreneur? Alors moi, j'en ai plusieurs. D'abord, il faut en choisir un. Mais j'ai un premier combat d'entrepreneur qui est un combat interne. Parce que Another Brain, on est en train de faire une intelligence artificielle complètement différente qui fonctionne plus comme le cerveau que comme de la statistique ou comme du deep learning, et que c'est vraiment la génération d'après. Et je veux qu'on y arrive. On est en train d'y arriver, de faire un truc incroyable. En France. Et je veux donner à la France et à l'Europe un leadership mondial sur l'IA et sans big data. Quand tu dis on, c'est combien de personnes aujourd'hui qui travaillent autour de Bruno Maisonnier? Aujourd'hui, on est 52. 52. Et c'est combien d'argent mobilisé pour avancer sur ces projets? En tout, 35 millions d'euros. Et avec 35 millions d'euros, on peut aller aussi vite que l'ensemble des multimilliardaires qui sont en train de chercher dans la même direction que toi? Il y a 2 critères. La réponse est oui, il y a 2 critères. Il y en a un, c'est ne pas faire comme tout le monde. Et c'est presque génétique. Il faut faire autrement. Mais dans Aldébaran, pour fabriquer des robots, j'avais des menuisiers qui étaient dans fabriquer des robots, des charpentiers, des menuisiers, des biologistes. Voilà. Il faut faire différemment, il faut s'y prendre autrement. Ouais, et là, c'est ce qu'on fait. On a une approche qui n'a rien à voir, et donc qui génère mon combat interne, qui est un combat technologique, mais qui est d'abord un combat, j'ai envie de dire psychologique, c'est-à-dire de comprendre le mindset, le mode de fonctionnement des gens. Et il y a des gens qui ont des modes de fonctionnement qui n'ont rien à voir, c'est nécessaire, qui sont assez incompatibles et qu'il faut réussir à faire fonctionner ensemble. Ça, c'est tes ingénieurs dont tu parles, c'est ça? C'est l'ensemble de ceux, c'est ton équipe, quoi. Voilà. Oui, c'est mon équipe. C'est ton équipe, c'est ton équipe. Alors, donc ça, c'est mon combat. Et j'imagine juste un truc comme ça aussi, parce que ça, je trouve ça très intéressant. Ça doit être très, très dur de continuer et d'avoir de la conviction à continuer à faire autrement. J'imagine qu'un peu comme un aimant, tu dois être sans arrêt attiré vers « Oui, mais regarde, Bruno, eux, ce qu'ils font. Regarde, là, ils sont en train d'avancer sur cette voie-là. » Et toi, sans arrêt, tu dois les ramener en disant « Les mecs, si on rejoint l'autoroute, on est foutus. » C'est un peu ça le sujet. J'étais en train d'espionner toutes mes réunions internes. Non, mais c'est ça. Mais oui, évidemment. Voilà, alors ça, c'est le combat interne. Voilà. Et j'adore, et on va y arriver, et ça va faire quelque chose de grand. Maintenant, j'ai un autre combat qui est moins interne et tout, mais qui est d'inventer l'entreprise française du 21e siècle. Toutes les entreprises fonctionnent à peu près de la même façon, comme au 20e siècle. Et quand je dis comme au 20e siècle, ce que je veux dire, c'est à l'américaine. Parce que dans les années 80, quand on a trouvé qu'on n'était pas très bon en management, on est allé chercher des conseils, des consultants, etc., qui étaient tous des Américains, qui nous ont expliqué comment fonctionner en interne, comment il fallait les objectifs, les entretiens annuels, etc., les KPI, enfin tout ce qui va bien, qu'on fait tous. Mais ça, c'est un truc qui vient de la culture américaine. Or, la culture française n'a rien à voir avec la culture américaine. La culture américaine, c'est une culture contractuelle. Oui. Tout est contractualisé. Oui. La culture française, si je prends le titre du bouquin de Philippe Diribarne, ça fait 30 ans, je ne sais pas s'il écoute, mais ça fait 30 ans que je conseille ce bouquin. Il a dû en vendre des dizaines grâce à moi. Son bouquin, ça s'appelle La logique de l'honneur. La culture française, c'est chacun à son niveau, a une intime conviction de ce qui est bien à faire pour l'entreprise.
C'est pour l'entreprise, mais c'est son intime conviction. Ce qui compte, c'est pas ce que dit le chef ou les notes de service, etc. Ah tiens, ça c'est pas con, je le ferai. Ça, je trouve ça nul, je laisse tomber. Il me demande ça c'est bien, ok, ça je laisse tomber. Voilà. Et par exemple, on a tous vu dans des boîtes des incendies, des incidents ou des trucs, et des gens se mettant en risque personnel pour protéger l'outil de production. C'est incroyable ce que tu me décris, parce que tu me décris par exemple ce qui s'est passé dans la grande distribution. Eh ben, Où je le sais, les DRH de la grande distribution n'en reviennent même pas de la mobilisation tout à coup de l'ensemble d'équipes qui étaient dans l'ombre et qui sont sorties en pleine lumière. C'est la culture française. Ouais, c'est ça. La culture française, c'est la logique de l'honneur. Logique de l'honneur. C'est le titre du bouquin de Philippe Diribarne. Et ce qu'il faut donner aux Français pour qu'ils se déploient, il faut leur donner suffisamment d'informations pour qu'ils comprennent ce qui est important dans l'entreprise.